Donc je vais vous parler de CTP, qui est Critical Test Process, qui est une méthode existant depuis plusieurs années sur l'évaluation des processus de test et l'identification des bons processus avec des mesures et des métriques. Alors, qui suis-je? Bon, Bernard Remez, je suis consultant pour la société Tesco et j'ai participé à la fondation et à la création de l'ISTQB, du CFTL et d'autres associations comme le GASC et l'AST, Association for Software Testing. Je suis l'auteur de 2 livres sur le test des logiciels, un en français et en anglais, et j'ai donné des conférences et des formations un petit peu partout dans le monde. Bien, mais c'est certainement pas pour cela que vous êtes venus. Je vais donc vous proposer de parler de la méthode CTP, donner quelques exemples de mise en œuvre de cette technique et de voir comment nous pouvons utiliser cette technique pour pouvoir sélectionner les processus à améliorer. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que CTP? CTP, c'est un ensemble de processus, de techniques, de méthodes regroupés en 4 grandes phases. La première phase, c'est la phase de planification, où l'on va préparer l'environnement, enfin, planifier l'environnement. Ensuite, nous avons une phase de préparation de l'environnement, puis une phase d'exécution de l'environnement que l'on va derrière améliorer. Ça a été proposé par mon ami Rex Black il y a quelques années. Alors, quand est-ce que l'on pourrait considérer qu'un processus devient critique? Quand il est répété fréquemment et qu'il affecte l'efficacité ou l'efficience du produit et du projet. On peut aussi considérer qu'il est important, qu'il est critique quand il affecte la cohésion de l'équipe, voire quand il peut être utilisé de manière à améliorer notre processus, notre efficacité, notre capacité à découvrir beaucoup d'anomalies, et derrière à améliorer ou à pouvoir améliorer ici les processus, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir être mesurables et ces mesures doivent pouvoir servir à améliorer les processus tout au long du projet. Alors, je ne l'explique peut-être pas correctement, je vais essayer de montrer cela avec un petit peu plus de détails. Vous vous rendez bien compte que chacun de ces 12 processus, que ce soit l'environnement, que ce soit l'analyse des exigences, que ce soit les équipes de test, que ce soit le suivi des livraisons et l'exécution des tests, avec tout ce qui est de gestion de version, et derrière tout ce qui est gestion d'anomalies, reporting des résultats, analyse des anomalies de manière à pouvoir améliorer les processus, permet de partir et de recommencer au fur et à mesure sur le même projet, d'une part, mais aussi sur tous les autres projets au fur et à mesure de votre entreprise, de manière à pouvoir s'améliorer. Alors, bien entendu, on peut se poser la question, s'il y a-t-il d'autres processus qui sont réellement critiques? J'aurais tendance à dire que la majorité des processus réellement critiques sont ceux-ci, ces 12 processus. Tout le reste, automatisation, etc., est moins important. Alors, je vais vous proposer 3 exemples de résultats d'un audit avec CTP. Le premier sera dans un environnement bancaire avec quelques milliers de fonctions, quelques dizaines de milliers de cas de tests. Et l'objectif de cette analyse avait été d'identifier les processus qui étaient réellement importants pour l'organisation. Qu'est-ce que cela nous a donné? Ça nous a donné, grâce à nos métriques et à nos interviews, une identification de ce mode de couverture. Et l'objectif est d'avoir une couverture la plus élargie possible. Donc, on a l'analyse des risques, le suivi des livraisons, que l'on peut voir ici. On a l'aspect de reporting, et cela nous permet de nous rendre compte que même si le processus est relativement bas, l'amélioration de chacun de ces éléments permettra d'atteindre un niveau de qualité suffisant
ou en tout cas un niveau de qualité relativement étendu. Qu'est-ce que l'on peut choisir, qu'est-ce que l'on peut utiliser si l'on veut améliorer l'outillage? Eh bien, premièrement, utiliser des processus, des templates, des métriques d'analyse de risque, avec des techniques toutes simples, que ce soit FMEA ou l'utilisation de standards tels que l'ISO 9126 ou l'ISO 25010 pour la définition des caractéristiques de risque. On peut aussi utiliser des outils d'amélioration de gestion de configuration, gestion de version, et bien entendu aussi mesurer par rapport aux objectifs de la MOA et de la MOE, afin de s'assurer que les MOA et MOE obtiennent les résultats qu'ils souhaitent. Alors je suis certain qu'au sein de vos organisations, vous avez des remontées de la part de vos tests, des remontées de métriques, mais est-ce que ces remontées de métriques sont réellement ce qui est nécessaire pour vous? Ce n'est pas toujours évident. Assez fréquemment, ce que nous voyons, et vous allez pouvoir me corriger si je me trompe, c'est que les métriques qui sont remontées sont souvent les métriques qui sont fournies par les outils, et non pas les métriques qui sont purement utilisables. Je pense par exemple à la remontée du nombre de cas de tests exécutés. Est-ce que c'est ce que vous utilisez? Est-ce que c'est ce que vous voyez à l'heure actuelle ou pas? Monsieur? Puis-je me permettre de vous demander si vous faites plutôt partie de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage? Maîtrise d'œuvre. Bien. Et donc, en tant que maîtrise d'œuvre, certes, les cas de test peuvent être intéressants. Mais est-ce que c'est le même type de remontées qui sont aussi fournies à votre maîtrise d'ouvrage? C'est plutôt les résultats. Donc, ce qui pourrait être plus intéressant pour votre maîtrise d'ouvrage, c'est de voir le ratio entre leurs exigences et la couverture de ces exigences, qui n'est généralement pas montré par la couverture des cas de test, parce qu'il n'y a aucun lien direct en termes de couverture entre la couverture des cas de test et la couverture des exigences. Donc, on voit bien que cet aspect de reporting des résultats peut être intéressant. Autre exemple, ceci dans une assurance vie en Suisse, avec un nombre relativement important de cas de test. Le ratio que nous avons vu est un ratio un tout petit peu plus grand. Qu'est-ce que nous voyons? Que le suivi des exigences, le suivi de l'exécution des tests et l'exécution sont aussi des éléments à améliorer, de la même manière que la gestion des changements. Ici aussi, qu'est-ce que l'on va voir? Que l'on peut utiliser des outils si besoin. Par exemple, des outils de gestion de version, des outils de gestion de test et des outils de gestion de version pour gérer toutes les améliorations au fur et à mesure. Le troisième retour que je vous propose est celui-ci, portant sur un système de sécurité de système d'information. Et l'objectif de cette organisation était de passer d'un développement séquentiel à un développement agile. Alors, nous avons sur ce graphique deux représentations. Une représentation en vert qui était la vision, je dirais, de la DSI, et une représentation en pointillé bleu qui était la vision de la maîtrise d'ouvrage. On voit que la perception du résultat des tests par les uns et par les autres est totalement différente. Et l'on se rend compte que cela peut être intéressant d'envisager d'améliorer cela, que ce soit via la gestion des changements ou via les aspects de planification de tests, et dans les deux cas, les aspects d'amélioration ici d'une efficacité et d'une efficience globale, de manière à avoir un processus de test qui soit satisfaisant à la fois pour l'équipe de développement et l'équipe de test, mais aussi et surtout pour les utilisateurs, pour la maîtrise d'ouvrage. Dernier point à envisager ici aussi, c'était l'obtention d'un système de test, c'est-à-dire de données de test, d'environnement de test, qui prenait assez bien de temps pour être mis en œuvre. Qu'est-ce que l'on peut sélectionner comme outillage? Bien entendu, il y en a. On peut utiliser des templates et des métriques pour faire des analyses de risque, c'est évident. On peut utiliser
des outils de gestion de données, de gestion d'environnement de test pour pouvoir générer nos environnements de test plus facilement. On peut utiliser des outils de gestion de configuration, des outils de planification. Tout cela va nous permettre d'avoir une amélioration nette de nos résultats. Alors bien entendu, je n'ai pas, malgré plus de 20 ans d'expérience en test et 35 ans d'expérience au total, je n'ai jamais vu un outil qui permettait de tout faire. Donc là, il ne faut peut-être pas se leurrer. Par contre, il y a de très bons outils qui permettent de faire, je dirais, chacun de ces éléments, voir s'il n'y a pas des outils, du moins des choses qui peuvent être utilisées pour sélectionner ces outils. Alors, comment est-ce que l'on va pouvoir justement sélectionner ces outils? L'objectif, c'est bien de s'améliorer, d'augmenter son efficacité et son efficience. Qu'est-ce que j'entends par efficacité? La capacité à trouver le plus de défauts possible. L'efficience, la capacité à trouver le plus de défauts dans le moins de temps possible, c'est-à-dire en fait une sorte de rentabilité. CTP, Critical Test Process, se base sur des métriques. C'est ça qui nous a permis de générer le diagramme de Kvyat que vous avez vu précédemment. Et en réutilisant les mêmes métriques à divers moments du projet ou sur diverses itérations du projet, on peut bien entendu s'assurer et vérifier que ce qu'on a mesuré s'améliore. Alors, qu'est-ce que l'on va voir? Si l'on regarde en termes d'analyse de risque, je suppose que vous utilisez tous des outils d'analyse de risque, ou si pas des outils d'analyse de risque, du moins, vous mesurez vos risques peut-être sur une échelle de 1 à 3, voire une échelle de 1 à 5. Je sais que certains outils proposent une échelle de 1 à 3, avec 1 pour valoir très bas et 3 pour valoir très haut, et le 2 pour quelque chose de moyen. Cependant, quand on va mesurer le risque, on va plutôt considérer que le risque est un produit entre une probabilité et un impact. Donc, si l'on prend une échelle de 1 à 3, on va avoir une valeur qui va varier de 1 à 9. Si l'on considère, par contre, une échelle de 1 à 5 et une valeur 1 qui vaut la chose la plus importante, être le premier de classe, c'est quand même plus intéressant que d'être le dernier, eh bien, on aura un résultat qui va varier de 1 à 25. Et si l'on répartit si l'on analyse la couverture, eh bien, dans notre valeur de 1 à 25, on aura beaucoup plus d'éléments qui vont être couverts ici que d'éléments qui vont être couverts de ce côté-là. On n'a pas la capacité d'avoir un résultat 21, 22, 23 ou 24 en multipliant des valeurs de 1 à 5. Donc, il peut être intéressant d'associer des plages de valeurs, par exemple des plages de 1 à 5, à un niveau d'effort de test, de manière à se dire, si j'ai un risque que je considère comme étant, mettons, 3, eh bien, je vais faire un effort extensif, c'est-à-dire à la fois étendu et en profondeur. Alors que si je suis dans une valeur de 6 à 10, eh bien, je vais simplement faire un cas de test, mais sur chacun des éléments. Et si je suis dans un niveau de 11 à 15, je vais peut-être simplement faire quelques tests. Résultat, je peux très bien mettre en œuvre cette analyse de risque dans une grille de ce style où j'ai la probabilité, l'impact, le produit et directement déduit de ce produit le niveau d'effort. Ça me permettra, sur base de mon analyse de risque, d'évaluer le niveau d'effort que je vais être amené à faire. Je peux bien entendu planifier les tests, ça c'est évident. On va utiliser par exemple un Gantt pour mesurer notre avancement. Mais ce qui est important aussi, c'est de, je dirais, mesurer la dérive des jalons. C'est quelque chose qui est relativement rarement fait. Et je vous propose de le faire avec un simple diagramme de temps sur temps. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de diagramme? Alors, en abscisse et en ordonnée, nous avons les dates. Le principe, c'est que nous avons ici les divers jalons qui sont représentés comme une date prévue. La date, enfin la ligne oblique est la ligne qui nous dit que le 1er janvier arrive le premier jour de l'année, que le 25 décembre arrive à Noël. Et le principe est que chaque fois que l'on a une date d'un jalon qui va évoluer, mettons qu'elle va être repoussée, eh bien on va voir
un OK, dirais-je, dans cette courbe. Et ici, ce que nous voyons, c'est que cette courbe bleue ici, test d'intégration des composants, a été repoussée de près de 2 mois. Or, entre la courbe bleue et la courbe rouge, qui est le test système, il était prévu 2 mois et demi. Quand on repousse l'intégration des composants sans repousser d'autant, ou presque, les activités suivantes, ça veut dire que l'on voit clairement que le test va être squeezé et que l'on ne pourra probablement pas tenir les jalons ultérieurs. Peut-être ne faudra-t-il pas les réduire ou les bouger d'autant, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet d'anticiper nos activités de planification. Autre chose que l'on peut être amené à mesurer, c'est tout ce qui concerne le système de test, c'est-à-dire la couverture des criticités de ce que l'on veut être amené à faire. Alors, on peut bien entendu le faire via des templates, par exemple. Ceci est une template que nous utilisons pour montrer le pourcentage de couverture d'exigence, de criticité, dans ce cas-ci, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 et 9, où l'on va identifier en vert les exigences qui sont couvertes sans problème, qui n'ont plus aucun défaut. En rouge, les exigences qui ont encore au moins un défaut. Et en noir, les exigences pour lesquelles on n'a aucune information. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été couvertes. Et donc, on peut très bien se retrouver avec quelque chose comme ceci, en termes d'avancement, où nous avons au début du projet beaucoup de noirs, c'est-à-dire beaucoup d'exigences qui ne sont pas couvertes du tout, certaines exigences qui sont couvertes mais avec des défauts, et d'autres qui sont couvertes sans défaut. Et au fur et à mesure du projet, on va avoir le rouge qui va venir manger le noir et le vert qui va venir manger le rouge pour se trouver vers la fin du projet avec à peu près ceci. L'intérêt de cette mesure est de montrer à la maîtrise d'ouvrage où nous en sommes en termes de couverture de leurs exigences, mais aussi à la maîtrise d'œuvre de voir à un instant T où l'on en est de la couverture des criticités. Si notre objectif est de traiter les tests par le biais des risques, l'objectif est que nous trouvions les risques les plus importants le plus tôt possible. Et les risques les moins importants seront laissés vers la fin et devraient être trouvés vers la fin. Donc, ici, un risque de priorité 9 qui est quand même nettement moins important qu'un risque de priorité 2 a déjà été corrigé, ce qui n'est pas une preuve que nos tests se passent, je dirais, dans le bon sens en termes d'analyse des risques. On peut aussi mesurer l'exécution des tests. Alors ici, dans une campagne de test, nous avons ici une campagne qui est répétée plusieurs fois, on a bien entendu à mesurer l'avancement des cas de test passés avec succès, sautés, etc. Mais on peut aussi être amené à mesurer, comme vous le faites probablement, le nombre d'anomalies identifiées et le nombre d'anomalies corrigées. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est un petit peu ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les deux droites de tendance qui nous permettent d'identifier si nous avons des défauts qui continuent à être identifiés de façon croissante ou pas, ou si nous arrivons à un certain niveau de stabilité de la détection de nos anomalies. Autre point intéressant, c'est celui-ci. Ici, c'est le nombre d'anomalies prévues sur le projet. Alors, j'imagine qu'à l'heure actuelle, vous avez difficile à le définir, et je vous propose de venir cet après-midi à la présentation que je fais sur les points de fonction, de manière à pouvoir identifier à partir de ces points de fonction le nombre de défauts. Autre chose intéressante, c'est la durée de correction. J'imagine que dans vos organisations, vos équipes de développement vous garantissent de corriger les défauts dans les 3 jours, 5 jours de leur identification, n'est-ce pas? Oui, quelquefois 3 minutes, mais enfin bon, quelquefois ça prend un petit peu plus de temps. Ici, il s'était engagé à corriger à 4 jours, et en fait on voit qu'on est plutôt en moyenne aux alentours de 10, voire même 30 et quelques journées. Et donc c'est important de pouvoir, pour l'équipe de test, mesurer cela, afin d'identifier les raisons du retard. Il est évident que quand on doit attendre 30 jours avant d'avoir une correction d'anomalie, tout ce qui dépend de cette correction d'anomalie, tous les cas de tests qui n'ont pas pu être exécutés, etc., c'est un problème. Et
Ensuite, on a aussi l'aspect de charge de travail. Quelquefois, et ça on peut l'identifier clairement ici, l'environnement n'est pas disponible. Si l'environnement n'est pas disponible, notre équipe de travail, de test, n'est pas capable d'exécuter du test. Donc ce que nous voyons ici, c'est la charge de travail moyenne de l'équipe de test sur le projet. Autre chose intéressante, c'est l'aspect de reporting du résultat. Alors comme je le disais précédemment, les clients, la hiérarchie, le développement et les tests ont tous les quatre des objectifs différents. Le client se focalise principalement sur le fait que les fonctionnalités qu'il souhaite sont disponibles. Peut-être avec un niveau de qualité ou un certain niveau de SLA. La hiérarchie, par contre, va se focaliser sur tout ce qui est les coûts, l'effort, et bien entendu la date de livraison. L'équipe de développement, elle, se focalise principalement sur les défauts, sur les agrégats de défauts, voire sur les durées de correction, alors que l'équipe de test se focalise sur le suivi de la couverture de ces exigences. Et donc, ces éléments sont couverts soit avec un diagramme de burn-down, soit avec un diagramme de charge, mais peuvent aussi être fournis sous forme, par exemple, de ces graphes de couverture, voire des jalons et de l'avancement de ces jalons. Autre chose que je trouve intéressant, c'est cet élément-ci, c'est-à-dire le pourcentage des cas de test associés à une fonctionnalité ou à une caractéristique fonctionnelle ou non fonctionnelle, et en rouge, le pourcentage associé des défauts identifiés. Ce qui nous permet, par exemple, d'identifier que, ici, on a fait quasi tous les tests, on a fait plus de 80% des tests de cette fonctionnalité-ci, et il y a relativement peu de défauts, alors qu'ici, on a fait très peu de tests, et il y a néanmoins beaucoup de défauts. Donc, cet élément-là sera probablement à améliorer de façon nettement plus importante. Bien entendu, d'autres informations pour le développement sont intéressantes, telles que les durées de correction, telles que le nombre d'anomalies identifiées, voire tels que les agrégats de défauts. Tous ces éléments nous permettront d'atteindre un processus de test qui soit cohérent et complet, c'est-à-dire en mesurant le DDP ou le DRE, je suppose que vous le mesurez déjà à l'heure actuelle, DDP, Defect Detection Percentage, et DRE, Defect Removal Efficiency. La différence entre les deux, c'est que rien ne nous oblige à corriger une anomalie identifiée, et donc on a un DDP qui détecte les défauts et un DRE qui identifie les défauts qui ont été corrigés. Bien entendu, on peut aussi identifier le moment où les défauts ont été introduits selon les phases. Si l'on regarde les statistiques de Capers-Jones sur les sources de défauts, eh bien on voit que sur un cycle en V, un bon pourcentage est introduit au moment des exigences. À peu près 25% sont introduits dans la phase de conception. 30% sont introduits au moment de la programmation. Et il reste une dizaine de pourcents au moment du test de composants, principalement des problèmes de régression, et une douzaine de pourcents qui sont introduits dans la documentation. Donc ce que l'on voit, c'est que l'on a fort intérêt à identifier les défauts le plus tôt possible, mais ça je pense que tout le monde le sait, et de le mesurer. C'est-à-dire, cette mesure, cette identification va nous permettre de sélectionner les processus qu'il nous faudra améliorer et donc il faudra mieux mesurer dans le futur. Il existe, pour choisir nos outils, eh bien, on va devoir définir nos objectifs et, par exemple, utiliser des tableaux à cadrans comme celui-ci pour pouvoir identifier quels sont les critères qui sont mieux ou moins bien couverts pour chaque outil. Quels sont les critères que nous devrions prendre en œuvre, ou en tout cas prendre en compte? Une adaptation de l'outil à notre approche. Mais je dirais que un élément qui me semble extrêmement important, c'est la capacité de faire des exports vers des tableurs comme Excel. Pourquoi? Parce que tous les schémas que je vous ai montrés proviennent tous
d'Excel. Et tous les outils que j'ai pu voir, et j'en ai déjà vu plus d'une vingtaine, pratiqué plus d'une vingtaine, en termes de reporting, je dirais, comme certains des éducateurs de mes enfants disent, peut mieux faire. En effet, ces outils ne sont pas toujours excellents. Donc il peut être intéressant d'exporter des données, comme nous le faisons, vers des tableurs Excel, et ensuite d'utiliser les fonctionnalités d'Excel pour pouvoir faire des graphiques qui répondent bien à nos besoins.